Valérie Pécresse, les têtes de liste pour les Républicains. Merci d'être avec nous. Alors on vous connaît comme député, ancienne ministre. Vous avez été ministre pendant 5 ans, je crois, sous Nicolas Sarkozy, tout le mandat de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis après du budget, c'est ça? Porte-parole du gouvernement. Tout à fait. Vous avez une carrière politique qui commence à être un peu étoffée, et vous êtes aujourd'hui la candidate, la tête de liste pour les Républicains, l'UDI et le MoDem en Ile-de-France. La question que je voudrais vous poser, c'est, et je crois que votre père était député aussi, non? Non, pas du tout. Mon père est professeur d'université. Autant pour moi. Il n'y a personne dans ma famille qui a jamais fait de politique. C'est pas une attaque, hein, désolé. Non, ça n'est pas une attaque non plus, mais ça montre que cette réunion est nécessaire pour que je me fasse connaître. Et la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui a fondé votre engagement politique? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre candidature aux élections régionales? Et quelle est selon vous la finalité de la politique? Alors, ce qui a motivé mon engagement politique, c'est un certain idéal, et j'étais persuadée que... Alors, je ne suis pas une fille qui fait de l'introspection naturellement, donc je vais essayer de vous faire introspection. Moi, je suis une gaulliste sociale. Dans ma famille, les valeurs du gaullisme étaient extrêmement présentes. Il se trouve que mes deux parents sont nés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais mon grand-père et ma grand-mère étaient dans un réseau de résistance, ils étaient très jeunes, et dans la mythique familiale, il cachait des parachutistes dans la chambre de ma mère, là où était le berceau de ma mère, et c'est dans l'appartement de mes grands-parents qu'a été publiée la première édition de Témoignages chrétiens sous l'occupation. Et ils étaient donc dans un réseau de médecins qui œuvraient pour la résistance. De l'autre côté, du côté de mon père, c'était ses frères aînés qui, eux, avaient 15 ou 16 ans de plus, puisqu'ils étaient d'une famille très nombreuse, et qui étaient dans le maquis du Vercors. Donc cette mythique du gaullisme a énormément et profondément marqué mon engagement politique. Et qu'est-ce que ça veut dire être gaulliste social pour moi? Ça veut dire aimer la France et détester les injustices. Détester les injustices, et tout mon engagement politique depuis que je fais de la politique, je l'ai mis au service de la protection des plus faibles et des plus fragiles. Quand j'étais jeune députée, personne ne le sait, personne ne s'en souvient parce que c'était il y a longtemps. Quand j'étais jeune députée, j'ai travaillé sur énormément de sujets familiaux. J'ai d'abord travaillé sur la question du délit de harcèlement, qui n'était pas un délit reconnu, parce qu'on reconnaissait les violences, mais on ne reconnaissait pas la notion même de harcèlement moral. J'ai ensuite travaillé sur cette question très épineuse des mariages forcés dans notre société, qui était une question que personne ne traitait, et j'ai permis, grâce à une loi, qu'il y ait maintenant une prescription beaucoup plus longue pour pouvoir annuler les mariages forcés. J'ai travaillé aussi sur la maltraitance des enfants, et là aussi, la mission famille, dont j'étais le rapporteur, a permis qu'on travaille sur le partage d'informations de tous les travailleurs sociaux sur la question des enfants battus pour les protéger des violences familiales. Donc j'ai toujours énormément travaillé sur ces questions de famille, et ensuite ça m'a amené à travailler sur les questions d'éducation, puisque j'étais le porte-parole sur la réforme de l'école de François Fillon en 2004, et ensuite, petit à petit, sur les questions d'enseignement supérieur. Donc la famille et l'éducation ont toujours été au cœur de mon engagement politique. Si je devais me définir, je dirais que je suis une républicaine et une catholique, et que je pense que les deux sont compatibles dès lors qu'on accepte ce que je pense, c'est-à-dire que les religions doivent s'inscrire dans et respecter les principes républicains et les lois de la République, et ça vaut pour toutes les religions. Comme dit l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je crois que
trahir de secret en disant que si vous êtes élue présidente de région, et si on en croit les derniers sondages, vous êtes en tout cas aujourd'hui donnée gagnante par les enquêtes d'opinion, vous abandonnerez votre mandat de député, vous renoncerez, si on vous le proposait, à être Premier ministre ou à rentrer au gouvernement, et vous faites votre mandat en entier. Ça, je sais, vous me l'avez dit il n'y a pas très longtemps. Je vous pose cette question, enfin, je vous parle de ça parce que la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, après tout, de devenir présidente de région, et si vous le devenez le 13 décembre prochain, c'est pourquoi faire? Quels sont les grands axes de votre projet? La région, j'ai commencé à m'y intéresser quand il y a 5-6 ans, j'étais conseillère régionale, et je me suis rendu compte, j'étais aussi ministre de l'université, je me suis rendu compte de l'incroyable potentiel de cette région capitale que nous habitons. L'Île-de-France, ça devrait être la plus belle des métropoles du monde. Et ça devrait être aussi le lieu le plus épanouissant en termes de qualité de vie, puis ça devrait aussi être un modèle en termes d'éducation, en termes de culture. Ça devrait être un phare pour le monde. Et moi, ce qui me rend triste, parce que je suis une patriote, vous l'avez compris, ce qui me rend triste, c'est qu'on ne soit pas plus fiers de nous-mêmes, qu'on ne soit pas plus conquérants. Donc je me suis dit, cette région, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai construit l'opération Campus avec toutes ces universités que je voulais mettre en réseau, et puis l'idée de créer Saclay, le plateau de Saclay, un grand phare intellectuel en France. Donc j'ai commencé à m'intéresser à cette région en me disant, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Île-de-France et comment est-ce qu'on pourrait en faire, j'allais dire, le vaisseau amiral de notre pays et de ses valeurs et de sa culture et de son intelligence. Donc je crois, si on résume ce que c'est que l'Île-de-France pour moi, c'est le lieu de toutes les excellences françaises. Et si on est tous ici en Île-de-France, c'est parce qu'on croit que c'est en Île-de-France que ça se passe, que les choses sont les plus belles, les plus créatives, les plus innovantes. Donc c'est ça que j'ai voulu. Alors l'Île-de-France, on ne peut pas, moi je ne crois pas je ne crois qu'à l'authenticité et à la sincérité. On peut être d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, mais quand je dis oui c'est oui, quand je dis non c'est non. Et le problème aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que les hommes politiques se servent de leur mandat souvent comme tremplin pour faire autre chose. Ils ont d'autres ambitions. Moi, je n'ai pas d'autres ambitions. Ça fait 5 ans que je parcours l'Île-de-France en long, en large et en travers. D'ailleurs, certains ont même dit que j'étais perpétuellement en campagne. Ça n'était pas vrai. Mais je crois que pour mener une bonne campagne de proposition, avec un vrai projet de société, il faut connaître et aimer son territoire et les gens qui l'habitent. Donc ça voulait dire, pour moi, parcourir toute l'Île-de-France. Vous savez qu'il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France. Il y a 100 circonscriptions électorales. Il y a 8 départements. Donc c'était énorme et ça a été un énorme travail. Alors 100% région, bien sûr. Je serai un président à temps plein. Je démissionnerai de mon mandat de député. Parce que personne ici, je pense, dans la salle, n'imagine qu'on peut résoudre les problèmes de logement, d'emploi, de transport, de pollution, de famille, d'éducation, de sécurité de l'Île-de-France en s'y consacrant à mi-temps. Personne. Donc il faut démissionner de tout. Et j'ajoute que comme je voulais être une femme libre et que je sais que beaucoup de Français considèrent que les hommes politiques sont toujours protégés, ils ont des parachutes, ils ont des ceintures, des bretelles, ils ont un système qui les protège, j'ai décidé de démissionner du Conseil d'État, qui est mon corps d'origine, donc démissionner de la fonction publique pour me présenter à cette élection, parce que je ne veux pas qu'on dise que je me présente à cette élection avec une protection, avec des privilèges. C'est important d'ancrer et donc j'ai dit aussi que je ne serai pas candidate à la primaire, que je ne serai pas ministre. C'est 6 ans pour la région et rien que pour la région. Vous avez parlé tout à l'heure de la famille comme un des éléments centraux de votre engagement politique. Quelle est la conception de la famille que vous voulez défendre? Quel modèle familial défendez-vous? Alors, à titre personnel, j'ai eu l'extraordinaire chance de grandir dans une famille extrêmement unie, où tout le monde s'aimait, et où l'éducation des enfants était la priorité absolue de mes parents. J'ai essayé de reproduire ça avec mon mari, et j'ai eu la chance que depuis 21 ans, j'ai la chance depuis 21 ans de vivre avec un homme que j'aime et que j'estime, et pour nous, notre premier devoir, c'est de bien élever nos 3 enfants. Alors d'ailleurs, je peux vous raconter maintenant, puisque ça fait un petit moment que je suis en politique, à quel point c'est difficile d'être une femme en politique, et à quel point vos adversaires n'hésitent pas à pointer du doigt le sentiment de culpabilité que vous avez à la fois faire de la politique et en même temps ne pas pouvoir être plus présente pour vos enfants.
Et je peux vous dire que je vous dis ça d'autant plus que maintenant mon deuxième fils vient d'avoir 18 ans cette semaine, et que je suis particulièrement fière de mes deux fils aînés, qui ont subi énormément de sarcasme, de colibets et j'allais dire, de tracas à l'école publique dans laquelle ils étaient. Et je suis particulièrement fière d'eux parce que je pense que voilà, ils ont vécu cela avec voilà, beaucoup de sérénité. Et ça n'a pas été un sacrifice pour moi que de tout consacrer à ma famille en dehors de la politique, mais j'ai vécu à plein mes deux passions. Et mes deux passions, c'était effectivement la politique et ma famille. Alors maintenant, je sais aussi, parce que je fais de la politique, que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir une famille extrêmement soudée qui vous aide. Et moi, ce que je veux et ce que je pense que doivent faire les hommes politiques, c'est aider tous ceux qui n'ont pas cette chance de pouvoir vivre dans un univers solide, avec un emploi, avec un logement, avec les moyens de vivre bien. Donc je sais qu'en Ile-de-France, il y a 23% de familles monoparentales, il y a 10% d'enfants qui vivent dans des familles recomposées, il y a des familles de toutes sortes, mais le sujet aujourd'hui, c'est comment on aide l'enfant. Et moi, je me suis toujours battue pour les droits de l'enfant, pas pour le droit à l'enfant. Et de ce point de vue, je continuerai à dire que je suis contre la marchandisation de l'humain, que je suis contre la procréation médicalement assistée pour des raisons non médicales, que je suis contre la gestation pour autrui, parce que on est en train d'arriver... On est en train de perdre de vue ce qui fait l'essence même de la vie. Et s'agissant de la vie, elle aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'éthique. J'étais rapporteur de la loi bioéthique en 2004, j'étais avant juge au Conseil d'État sur les sujets d'éthique. Et je me suis beaucoup interrogée sur cette question du prix de la vie et de la valeur de la vie. Certains d'entre vous ne le savent pas, mais avant de faire de la politique, j'étais juge. Et en tant que juge, j'ai eu à juger une affaire extrêmement délicate. C'était une affaire d'un enfant qui était né handicapé, trisomique, parce que ses parents n'avaient pas pu avorter, parce qu'il y avait une erreur médicale, la myosynthèse avait raté, on ne leur avait pas dit que l'enfant était trisomique. Et l'enfant trisomique demandait une indemnité du fait de sa naissance. Et je suis celle qui, à une voix, a fait basculer la décision du Conseil d'État, ça s'appelle l'arrêt CHR de Nice contre Carrez, en disant qu'il ne pouvait pas y avoir de préjudice d'être né. Parce que la vie doit toujours être vécue. Et cette décision, elle est intéressante parce qu'ensuite, la Cour de cassation a jugé l'inverse. La Cour de cassation a jugé l'inverse. La Cour de cassation, saisie de la même situation pour un hôpital privé, a décidé de juger l'inverse. Ça s'appelle l'arrêt Perruche. Elle a décidé qu'il fallait indemniser l'enfant. Mais non, mais parce qu'elle avait une vision compassionnelle du handicap. Elle pensait le handicap en se disant il faut forcément donner quelque chose. Et vous savez qu'il y a eu une énorme bronca des associations de défense des personnes en situation de handicap qui sont montées contre cet arrêt Perruche et qui ont fait voter une loi justement pour dire qu'il n'y avait pas de préjudice d'être né handicapé. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute mon action depuis les origines, je l'ai toujours pensé en termes d'éthique. Pareil sur la fin de vie. Nous avons eu à prendre des décisions très importantes à l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Et sur la fin de vie, moi je le dis, et je vous le dis très simplement, je suis favorable à l'accompagnement de la fin de la vie. Je suis favorable au développement des soins palliatifs. Je suis contre l'acharnement thérapeutique. Mais je ne serai jamais pour le suicide assisté. Je ne serai jamais pour le suicide assisté. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis une petite fille de psychiatre. Mon grand-père, le résistant, était psychiatre. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient suicidaires. J'ai vu des gens qui commettaient des tentatives de suicide. Et je les ai vus plusieurs mois plus tard, qui avaient complètement repris goût à la vie. Donc, il faut faire très attention. En plus, j'ajoute qu'un certain nombre d'associations qui sont très militantes sur ces sujets devraient faire très attention aussi au risque d'abus de faiblesse vis-à-vis de certaines personnes très âgées. Moi, j'ai travaillé aussi sur la question des tutelles des personnes âgées, qui est un sujet très important en termes législatifs, en termes d'éthique. Il faut faire très attention à ces questions d'abus de faiblesse. Donc on ne peut pas s'engager dans cette voie, j'allais dire à la légère, et sans se rendre compte qu'il faut qu'on soit d'abord les défenseurs de la vie. On va y revenir, vous avez publié il y a quelques semaines la partie famille de votre programme. Je voulais vous demander, quand vous avez élaboré ce programme, quelles sont les difficultés des familles que vous avez identifiées et donc quelles sont les principales mesures que vous avez proposées dans cette élection pour y répondre?
Alors, il faut savoir que les familles ont été poussées hors de l'Île-de-France depuis 10 ans. Et si vous regardez d'ailleurs la statistique, c'est qu'il y a 40% des franciliens qui sont célibataires. Alors, célibataire, ça ne veut rien dire, ça veut dire qu'ils ne vivent pas en couple, mais ils peuvent avoir des enfants. Mais ils sont 40% de célibataires. C'est un chiffre unique en France. Et ça veut dire quoi? Ça révèle quoi? Ça révèle simplement que les familles ont été poussées vers les régions périphériques, tout simplement à cause de la cherté du logement, à cause des difficultés de coût de la vie, des difficultés aussi à élever les enfants correctement quand on a 2 heures de transport par jour, et puis des problèmes de sécurité, d'éducation, donc la vérité d'emploi. Donc la vérité, c'est qu'on a chassé les familles à la périphérie de l'Île-de-France, voire même en dehors de l'Île-de-France. Et ça, c'est le défi que je veux relever. Et ma politique régionale sera une politique familiale, parce que je veux que les familles reviennent. Je veux que les familles reviennent parce qu'elles sont le vecteur du dynamisme d'une région. Quand vous avez une région où il n'y a pas de jeunesse, où il n'y a pas d'enfants, vous avez une région qui perd sa dynamique. Donc nous devons faire revenir les familles. Comment est-ce qu'on les fait revenir? On construit du logement. Et on construit du logement pas que pour les plus démunis. On construit du logement aussi pour les classes moyennes, aussi pour les familles. Et ça, c'est ce que je reproche beaucoup à la gauche régionale, c'est qu'elle a supprimé les subventions pour le logement intermédiaire pour les classes moyennes. Alors c'est un peu la double peine pour les familles aujourd'hui. Il y a la politique du gouvernement qui consiste à surtaxer les familles et à prendre toute une série de décisions qui vont vraiment les handicaper dans leur vie quotidienne, comme par exemple la réduction du congé parental, contre laquelle je me suis élevée, parce que sous couvert d'égalité homme-femme, on est en réalité de réduire le congé parental de 6 mois, et je l'avais dit, parce que je connais Bercy, j'étais ministre du budget, donc ça fait des mois et des années que Bercy essayait de faire réduire le congé parental pour faire économiser de l'argent aux contribuables. Donc je savais que... Bon, donc on a un problème de réduction du congé parental, on a un problème de mise sous condition de ressources des allocations familiales qui va contre le principe d'universalité de la politique familiale que j'ai toujours défendu. Et puis à côté de ça, donc ça renchérit évidemment le coût de la vie. Et puis à côté de ça, vous avez une région qui n'est pas là pour aider les familles à se loger, à se transporter, à éduquer leurs enfants, à garder les jeunes enfants. Puisque là aussi, la région Île-de-France a stoppé le financement de toutes les crèches et elle ne met pas non plus systématiquement les formations devant les métiers qui sont indispensables. Je pense notamment aux métiers d'aide à la personne et notamment aux métiers d'aide et de soutien aux personnes âgées qui veulent rester chez elles et vieillir chez elles. En quelques mots, votre position sur l'égalité entre le public et le privé, qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élue présidente de région sur ce sujet, notamment en matière de subventions scolaires, etc. Alors moi je suis très attachée au principe constitutionnel de la liberté scolaire. Quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, je suis la ministre qui a pour la première fois contractualisé avec l'enseignement supérieur privé. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y avait une guerre scolaire avant, j'allais dire dans le primaire et dans le secondaire, mais quand je suis arrivée en 2007 ministre, il y avait encore une guerre entre les universités privées et les universités publiques. Une guerre non dite, mais vous savez que les universités catholiques de province n'avaient pas le droit de s'appeler université. Donc on a dit, on arrête tout ça et on va contractualiser, on va les mettre sous contrat comme on a mis l'enseignement secondaire sous contrat. Donc ça a été un acte fort que j'ai entrepris et on a réussi. Et on a convaincu tout le monde, y compris les syndicats du public, des universités publiques, d'aller vers la contractualisation avec l'enseignement privé. Maintenant, moi je me suis battue contre un certain nombre de décisions de la région Île-de-France. D'abord, contre les atteintes aux projets propres des établissements privés. Un établissement privé a un projet propre. Et donc, quand il y a eu une polémique complètement stérile sur le lycée Gerson, dans le 16e, où on avait accusé le lycée Gerson de ne pas faire la promotion de l'avortement. Enfin, un lycée catholique a son programme propre, il n'a pas à faire la promotion de certaines... Ils ne sont pas dans son ADN. Ça s'appelle le projet propre, c'est la loi. Et à ce moment-là, la région avait voulu a coupé les dotations au lycée Gerson. J'ai saisi le préfet de région de cette décision et le préfet de région l'a déclarée illégale et l'a annulée. Donc ça veut dire qu'il faut toujours... La liberté scolaire, elle existe en France, mais il y a certaines personnes qui veulent la menacer. Et de ce point de vue, là aussi, je pense que chaque famille
doit avoir la liberté scolaire. La liberté scolaire, c'est pas un privilège de l'argent. Et moi, je me suis aussi battue contre la gauche régionale parce qu'elle a supprimé les aides à la cantine et la gratuité des manuels scolaires pour les lycéens qui vont dans le privé. Et je n'ai absolument pas compris, sous prétexte de laïcité. Alors, je n'ai pas compris quelle était la justification, parce que la laïcité, c'est pas le refus du privé sous contrat. Et à partir du moment où le lycée est sous contrat, eh bien, il doit avoir les mêmes aides, enfin, les lycéens qui y vont doivent avoir les mêmes aides, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Donc, moi, je rétablirais l'égalité des aides aux lycéens du privé, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Que me disent les directeurs d'établissements privés? Ben, c'est simple. Les directeurs d'établissements privés me disent: vous êtes en train de rétablir la sélection scolaire par l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des familles défavorisées, il y a 1 000 € de cantine à payer, il y a quelques centaines d'euros de manuels scolaires, plus les frais de scolarité. Ils ne pourront pas mettre leurs enfants dans le privé, alors même qu'ils en ont envie. Ils ne pourront pas non plus mettre tous leurs enfants dans le privé. Donc, quelquefois, ils seront obligés de faire des choix de Sophie. Vous savez, ces choix cornéliens, vous êtes obligé de choisir l'enfant que vous allez mettre dans le privé. Donc ça n'est juste pas ma République et ça n'est pas ma région. Vous avez parlé tout à l'heure des associations. Je sais que vous êtes intarissable sur le sujet des subventions. Vous m'avez déjà parlé une fois des pistes cyclables financées, je crois, en Bolivie, c'est ça? Chili. Au Chili, pardon. Première question, est-ce que vous mettrez fin à ce système en publiant la liste des associations qui sont subventionnées par le conseil régional ou pas? Alors, comme je vous ai dit que j'allais faire la révolution des transports, que j'allais construire des logements, que je ferais un prêt à taux zéro pour aider les familles à devenir propriétaires, que j'ai plein de promesses dans ma besace, notamment pour aider les jeunes à rentrer dans l'emploi. Donc, vous avez bien compris que j'ai besoin de financer mon programme. Et je revendique d'être sans doute la seule candidate à avoir un projet intégralement financé. Et je le finance par des économies sur le budget de la région. Alors ces économies, il faut bien les prendre quelque part. Et ces économies, je les prendrai sur tous ces organismes para-régionaux qui pullulent et dont la Chambre régionale des comptes dit que 40% des dotations sont en fait des frais de structure. Voilà, donc ça ne sert à rien d'avoir des organismes si on fait des frais de structure. Mais au-delà de ça, nous avons un vrai sujet sur les associations. Moi, je le dis, la région n'est pas là pour faire de la politique. Énormément de ces associations sont uniquement là pour faire du lobbying politique. Elles n'ont pas de projet d'intérêt régional. Donc avec moi, il n'y aura plus de subventions pour les associations qui sont là pour faire du lobbying politique. Mais j'ai plein d'exemples à vous donner. 75 000 € pour Sortons du colonialisme. Ah oui. Non mais, vous pouvez pas imaginer. Il faudrait que je trouve toutes les associations. Mais pareil, moi je suis pour l'égalité homme-femme et c'est vraiment un principe cardinal de mon action parce que, bon voilà, je suis une femme et j'ai eu à me battre aussi peut-être pour m'imposer dans mon milieu professionnel qui n'est pas un milieu excessivement facile pour les femmes. Donc l'égalité entre les hommes et les femmes est à la racine de mes convictions. L'égalité homme-femme, oui, mais pas l'indifférenciation des sexes. L'indifférenciation des sexes, c'est un projet politique, c'est une idéologie. Donc on ne subventionnera pas la théorie du genre. En revanche, on financera des associations qui mènent des projets d'intérêt régional. La lutte contre les discriminations, la lutte contre l'homophobie, la prévention santé, tout ça, c'est des choses qui sont d'intérêt régional. Donc il y a des subventions qui seront données à des associations qui ont des objets d'intérêt régional. Mais en revanche, je n'accepterai pas qu'on fasse du lobbying pour des projets politiques. Et je vous dis, attaque, enfin... Je peux pas, vous pouvez pas... En plus, je ne sais que la face émergée de l'iceberg. Je sais que la face... L'autre jour, on a voté une subvention, celle-là, elle était extraordinaire. C'était 25 000 € pour que des jeunes de Seine-Saint-Denis aillent apprendre le français en Belgique. Ça prend quand même... Et oui. Donc le sujet, c'est que le clientélisme, l'opacité, c'est fini. Alors comment est-ce qu'on met fin au clientélisme et à l'opacité? Pour mettre fin au clientélisme et à l'opacité, on publie la liste des demandes de subventions et on les fait évaluer. Parce que j'ai eu aussi des petits soucis avec certaines organisations syndicales de gauche bien évidemment, puisque les organisations syndicales de droite n'ont pas le droit de citer pour les financements régionaux, donc des organisations syndicales de gauche qui présentaient des projets. J'étais assez surprise parce que, enfin je pense à des organisations syndicales étudiantes, j'étais assez surprise que j'aurais bien voulu qu'on aille quand même vérifier la véracité et l'existence de ces projets, parce qu'il faut que vous sachiez que j'ai découvert l'année dernière
que 25 millions d'euros de subventions ont été versés, 25 millions, hein, on ne parle pas de milliers d'euros, 25 millions, ont été versés par la région à des associations qui n'ont tout simplement pas rendu de compte-rendu d'activité à la région. Ça veut dire que légalement, en réalité, on devrait leur faire rembourser l'argent qu'ils ont touché. Voilà. Donc vous voyez toutes les économies qu'on peut faire. Alors j'ajoute que les économies, on en fera beaucoup aussi sur l'organisation de la région, mais bon, je serai intarissable là-dessus. Bon, croyez-moi sur parole, il y a au moins 400 millions d'euros d'argent public à rendre aux contribuables en vrais projets et en désendettement de la région. Vous avez parlé tout à l'heure de la fin de vie. L'association pour le droit à mourir dans la dignité est-elle financée, oui ou non, par le conseil régional? Vous savez ça ou pas? Alors moi, je ne connais pas toutes les subventions, parce que je ne vois que celles que je... Enfin, il faut que... Vous savez, c'est un monstre opaque, hein, la région. La région, si certains d'entre vous n'ont pas l'intention d'aller voter, qu'ils y aillent quand même. La région, c'est 11,5 milliards d'euros de vos impôts qui est dépensé chaque année. 6,5 milliards pour les transports, dans le syndicat des transports qui est présidé par le président de région, et 5 milliards de budget régional. Donc c'est 11,5 milliards. Pour une famille francilienne, en moyenne, c'est 2500 euros. Voyez. Donc, alors c'est compliqué parce que c'est pas des impôts directs, c'est des tas de petites taxes que payent les entreprises ou que vous payez et qui vont venir abonder le budget régional. Donc c'est très opaque. Et même moi, j'ai pas accès à tout. Quand je demande, par exemple, j'avais demandé la liste des billets d'avion des conseillers régionaux parce qu'il me semblait qu'ils voyageaient beaucoup. Et j'ai jamais réussi à obtenir la liste des billets d'avion. Alors voilà, à un moment donné, on louait une plage au Festival de Cannes pour faire la promotion du cinéma. Enfin, on n'avait peut-être pas forcément besoin de louer une plage au Festival de Cannes. Mais, donc il y a eu beaucoup de gabegies. Moi, je ne vois que la face émergée de l'iceberg. Mais évidemment, le jour où j'aurai les clés, je verrai beaucoup plus de choses. Et je ferai évidemment, ma première acte, ce sera un audit de ce qui se passe vraiment à la région. On a un journal qui est tiré à 3 500 000 exemplaires papier. Papier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, et on habite dans 5 hôtels particuliers dans le 7e arrondissement de Paris. Et c'est tellement cher, enfin c'est tellement pas pratique, qu'on a logé les fonctionnaires autour et on paye 26 millions d'euros de loyer. Donc moi j'ai dit je suis désolée, je vends les hôtels particuliers et je pars de l'autre côté du périphérique, je vais faire 25 millions d'euros d'économie aux franciliens. Parce que le matraquage fiscal c'est terminé. Le mot de la fin est pour vous. Le mot de la fin est pour vous. Quel est le message que vous voulez aujourd'hui adresser aux familles en guise de conclusion de cet entretien? Que ma politique régionale sera une politique familiale. On reprendra le financement des crèches pour l'accueil du jeune enfant et la conciliation de la vie familiale. On aura une politique éducative digne de ce nom. Vous savez que j'ai un projet pour les lycées qui est d'avoir des lycées sans drogue. Je suis, en tant que présidente de région, responsable des lycées. Aujourd'hui, je trouve scandaleux qu'on me dise qu'on ne peut rien faire contre le fléau de la drogue et des addictions au lycée. Donc moi, il y aura un référent drogue, addiction et harcèlement dans les lycées qui travaillera avec les jeunes et je paierai, si les communautés éducatives en sont d'accord, c'est-à-dire si le conseil d'administration le souhaite, des tests salivaires de dépistage de la consommation cannabique des enfants dans le cadre du secret médical. On communiquera les résultats qu'aux enfants et à leurs parents, de façon à alerter les parents et que le président de la région soit à leur côté dans la lutte. Évidemment, le professeur, lui, n'aura les résultats que pour la classe. Mais l'intérêt de ça, c'est si on s'aperçoit que la drogue est aujourd'hui un fléau dans le lycée, on pourra déclencher tout un plan anti-dealer. Moi, je n'accepte pas que les dealers aient pignon sur rue aux portes de nos lycées. On fera une bulle de sécurité. Et cette bulle de sécurité, elle ira des transports jusqu'à l'établissement. Je veux des lycées sans drogue, j'assume de le dire. Je veux créer aussi un système d'orientation pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a les initiés et puis il y a les autres. Il y a les familles qui connaissent les bonnes filières, il y a les familles qui ne les connaissent pas. C'est la région qui a récupéré la compétence emploi. Donc nous ferons un service d'orientation pour les jeunes. Ensuite, il y a le problème du stage. Alors je sais, la gauche va vous dire qu'il faut donner des CDI à tout le monde, des contrats à durée indéterminée à tout le monde. Moi, je veux leur donner des premiers stages. Je me suis aperçue que toutes les familles, c'est la galère absolue pour trouver le premier stage pour leur enfant. Et moi, je vais mettre en place un système donnant-donnant. La région, donc je vous le rappelle, donne 2 milliards de subventions par an à des associations, à des entreprises, à des collectivités locales ou à des organismes. 2 milliards de subventions. Eh bien, ce que je souhaite, c'est établir un principe donnant-donnant. Vous voulez une subvention de la région? Vous m'accueillez un jeune.
en stage, en apprentissage ou en contrat d'insertion d'une mission locale. Ça me permettra de créer 100 000 stages supplémentaires pour tous les jeunes d'Île-de-France pour leur mettre le pied à l'étrier. Et puis j'ai un autre sujet, le permis de conduire. Le permis de conduire est beaucoup trop cher. Et en plus, il y a de plus en plus de familles qui n'ont pas de voiture. Parce qu'en Île-de-France, on n'a plus de voiture, ça coûte trop cher. Or, j'ai des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus en grande couronne, faute pour les jeunes d'avoir le permis pour pouvoir aller les occuper. Donc je propose le code de la route gratuit dans les CFA, dans les lycées, dans les missions locales. J'ajoute que c'est un impératif très important pour la sécurité routière, parce que vous avez aussi des Français qui désormais roulent sans permis, faute de l'avoir jamais passé. Des centaines de milliers de Français qui roulent sans permis et qui l'ont jamais passé. Combien de morts sur les routes de l'Île-de-France les week-ends? Donc, code obligatoire gratuit. Alors, comment je finance? Parce que je sais que d'autres l'ont déjà promis, ne l'ont pas fait. Comment je finance? Eh bien, j'ai regardé ce qui se faisait dans les autres pays. Je vais proposer au ministre de l'Intérieur qu'on vende à ceux qui le souhaitent le petit cartouche qui est à côté de la plaque minéralogique, dans lequel il y a le logo de la région et dans lequel il y a le département. Ça, c'est pas un cartouche légal, c'est un cartouche qui décore la plaque d'immatriculation. Je propose qu'on vous le vende, si vous le souhaitez, que vous puissiez y mettre vos initiales, que vous puissiez y mettre des logos associatifs, que vous puissiez y mettre votre numéro fétiche. Et en échange, je crée un fonds social pour l'apprentissage du code de la route gratuit pour les jeunes, pour leur donner un emploi, parce qu'aujourd'hui, il y a 100 000 emplois non pourvus en Île-de-France, et j'ai 660 000 chômeurs, 17% de chômage des jeunes. C'est une honte française, parce que si vous regardez, toutes les grandes métropoles du monde ont quasiment le plein emploi. On a fait le choix du chômage. Alors j'ajoute, pardon, j'ai encore une dernière chose à dire, parce que j'ai tellement de choses à vous raconter. Nous devons aussi remettre le travail, le mérite et l'effort au cœur de nos politiques. Et la région, de ce point de vue, prendra des décisions très symboliques. L'éducation, c'est ma mission. Depuis, je suis une mère, je suis une femme politique, j'ai été ministre de l'enseignement supérieur. Donc je veux qu'on rétablisse les bourses au mérite pour les bacheliers, mention très bien, défavorisés. C'est la fierté de leur famille, c'est la fierté de leur quartier, c'est la fierté de leur lycée. Je veux aussi qu'on rouvre des places d'internat pour notamment des internats d'excellence pour les jeunes qui ont du potentiel et qui ne peuvent pas le réaliser dans leur contexte familial pour aider les familles. Et je trouverai l'argent en mobilisant notamment le foncier des lycées. Je sens que je suis en train de dépasser. Non mais enfin, il ne faut pas me donner la parole, moi. Donc, non, mais le sujet est simple. Le sujet est simple. Aujourd'hui, nous avons des valeurs à remettre au cœur de la politique. Dans ces valeurs, il y a l'autorité, il y a la liberté, il y a la justice. Et la justice, c'est la récompense du travail, du mérite et de l'effort. Merci Valérie Pécresse. Je vous propose bien sûr d'avoir le logo de la Manif pour tous sur votre future plaque d'immatriculation.